Le temps de la sottise de Raymond Guérin. Mai 1940. Les armées du Grand Olibrieux envahissent la France. Le vieux baveux, trop heureux de reprendre du galon, consent à ce que son peuple soit inféodé aux barbares. La soldatesque erre de village en village, comme des ombres lessivées sous un soleil écru. Les troupiers couvrent des pulsions malignes, pataugeant entre rancœur et impuissance hautaine à se faire justice. Le courage, souvent, est un déficit de l'imagination. Mais ces troupes, stupéfaites par la rapidité de la débâcle, l'esprit non prévenu, n'ont que cela, trop d'imagination. Rapinent, magouillent, ils saccagent, maraudent, se repaissent dans des eaux saumâtres, forment un corps, un tronc commun de désœuvrement sans poésie aucune. Ils chient partout. Dans ce chaos pustuleux, Guérin tente de garder la tête haute et froide. Les barbelés qui ne sont pas loin seront un havre après ces jours et ces nuits d'errance. Pour l'instant, il garde sa dignité, prend des notes dans sa tête. Le spectacle est abject, mais l'encre qui forme un caillot dans son imaginaire sera légère et fluide lorsqu'elle se dénouera et répandra sur le papier plus tard, lorsque les événements se seront refroidis et décantés. Le temps de la sottise est une mouture, le texte est brut. Il évoque une lointaine parentèle avec ceux de Pierre Guyotat, 20 ans plus tard, dans une Algérie martyre. Les mêmes débordements haineux, les noces sales, le bond dans la boue, l'armée française devenant à son tour une horde de barbares, engeance que Raymond Guérin, fort heureusement, ne connaîtra pas. Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur. Nous sommes à Montréal le 21 avril 2021. Voilà, petit texte écrit, comme vous l'avez constaté. Euh, Empruntant à la fois des mots de Guyotat et de Guérin, je ne sais pourquoi, bah oui, je le sais. C'est la guerre, c'est la guerre dans ce qu'elle a d'Indien, n'est-ce pas? Et puis, l'imaginaire contemporain, lui, il est débarrassé de tous les discours de guerre, de tous les discours poétiques de guerre, de Monterland à Barès, qui ont été le fait de toute une génération. Évidemment, Céline, dans son voyage au bout de la nuit, a été l'un de ceux qui a le plus contribué à ce que l'on se débarrasse enfin de cet imaginaire fangeux, boueux, ensanglanté, vil, absurde et absolument indigne de respect. Cependant, la contrepartie de de ce nettoyage, euh, c'est que le courage n'est même plus une chose que l'on peut envisager. Le courage intellectuel, s'il n'est pas accompagné de courage physique, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors ce soir, très courte vidéo, mais qui a été plus longue à préparer que d'habitude, il va sans dire. Je vous montre ceci, le temps de la sottise, qui est le récit, d'une certaine manière, précédant la capture et le retour à la ville, le retour à la vie civile. Alors, vous l'avez compris, il est, il est un soldat. L'armée allemande envahit la France et les troupes dépenaillées, hirsutes, abandonnées par les chefs, eh bien, se, se, se révèlent être larguées. Et alors, ce qu'il nous décrit dans ce récit, toujours autobiographique, c'est cette espèce d'errance, là. Et ce temps, alors j'évoque le fait aussi que plus tard,
il va se retrouver au stalag, on le sait, vous l'avez entendu hier. Il y passera 42 mois. Il y découvrira, à défaut des gloires pestilentielles de la guerre, il y découvrira cependant le compagnonnage. Il découvrira aussi une certaine, évidemment, veulerie, mais également un certain sens de la solidarité, toujours dans l'ouvrage d'hier, Retour de Barbarie. Il nous raconte qu'il rencontre Sartre, qui lui-même a vécu une expérience d'encasernement, n'est-ce pas? Il a été à un stalag, lui aussi. Et sauf que dans le cas... Et tout de suite, ils sont de... sauf que Sartre a eu une expérience très, très heureuse dans l'incarcération. Alors, il a beaucoup, beaucoup écrit. D'ailleurs, on peut... Les lettres qu'il a écrites à Simone de Beauvoir, les lettres de guerre, qui en fait... Bon, il n'a pas connu, il a pas connu le feu de la guerre, Sartre, mais il en a profité pour beaucoup, beaucoup, beaucoup écrire, et il appréciait plutôt de se retrouver parce que, bon, tous ces prisonniers provenant de milieux sociaux divers trouvaient le moyen, quand même certains d'entre eux en tout cas, trouvaient le moyen de fraterniser. Alors il s'est senti à l'aise. Alors quand Guérin nous raconte dans Retour de Barbarie qu'il rencontre Sartre, tout de suite leur expérience commune de réclusion et bien, les a rapprochés, les a soudés, ils ont été de plein pied ensemble. C'est un des beaux passages que je ne vous lirai pas de Retour de Barbarie. De toute façon, j'ai oublié de vous dire que non, oui, celui-ci a été publié aux éditions Le Dilettante. Quant à Retour de Barbarie, lui, il a été publié aux éditions Finitude. Alors, voilà. Est-ce que... Oui, oui, oui. Je vais vous lire un tout petit passage et ça va être tout pour ce soir. Je ne vous offrirai pas une vidéo de 45 minutes ce soir. Je vous dis ça, mais encore le bon vieux gag. 7 minutes 43. 42 minutes plus tard, je conclus la vidéo. Non, la journée, bon, pour ceux qui vivent au Québec, la neige. 0 Celsius, de la neige, vous vous rendez compte? De la neige, là, on peut pas le voir. Ouais, si on peut le voir, si vous voyez ici, il y a encore de la neige accrochée aux arbres et même de la neige collée sur les bourgeons. Alors, ça fait des bourgeons neigeux. Hein. Des bourgeons qu'on a l'impression qu'ils sont en pleine efflorescence, mais c'est la neige qui les recouvre. Cette neige malvenue qui est le temps je n'arrive toujours pas à croire que les manuels géographiques du Canada disent que le Canada est un pays au climat tempéré. Oui, si on fait la moyenne de moins 20 plus 30, oui, ça peut donner du tempéré, mais en réalité, ce n'est pas un climat tempéré. Nous passons de l'extrême froidure aux chaleurs tropicales, aux canicules, et aux périodes de glaciation qui n'en finissent plus. Et les administrateurs de la Nouvelle-France qui avaient le malheur d'œuvrer sur ce territoire sauvage n'avaient qu'une seule envie. Évidemment, c'était de ne pas y retourner, n'est-ce pas? Mais de reprendre les vaisseaux en septembre avant que les glaces se forment sur le fleuve et les empêchent de retourner en France. Et quand on lit les récits des uns et des autres qui nous ont été rapportés, ils décrivent un climat extrêmement hostile. Alors... ce qui faisait dire à Boucard Diouf qu'on ne l'avait pas prévenu
contre le choc climatique. Sur la route, ce fut ensuite... Ah oui. Déjà la veille au soir, un peu après le bombardement, quand la circulation avait été rétablie, nous avions croisé un tel train de réfugiés. Quelques-uns de ceux-ci avaient réussi à se loger dans les 2 ou 3 wagons couverts, mais la plupart avaient dû prendre place sur des plateformes et rester ainsi exposés au froid de la nuit et au bombardement. Sur ces plateformes, ils étaient entassés, assis, couchés, les uns contre les autres, de nombreuses femmes faisant téter leurs nourrissons, des vieillards infirmes, abattus et mornes. Cependant, tous avaient encore la force de nous faire des signes d'encouragement, et malgré moi, je repensais aux lignes impitoyables de Céline au début de son voyage au bout de la nuit. Sur la route, ce fut ensuite un défilé incessant et misérable. Ah, certes, la guerre est belle, monsieur de Monterland, surtout quand on écrit à l'abri d'une grande capitale confortable dans quelques spacieux appartements d'Auteuil ou de la Madeleine. Mais là, par cette aube froide et lumineuse d'un mai d'Ardennes, elle se montrait avec son vrai visage de barbare et de sottise. Je ne suis pas de ceux qui se laissent prendre aux apparences. Je sais bien que les héros, que les vaillants soldats, qui, comme on écrit dans les journaux, ont défendu avec un parfait mépris de la mort la parcelle de sol national qui leur était confiée, ce ne sont que de pauvres diables, aussi peureux que vous ou moi, mais qui ont dû s'habituer au danger, et qui supportent le pire dans une sorte d'ivresse, où si l'alcool a sa part, l'ont aussi le bruit des bombardements et des tirs. La fameuse ivresse de la poudre n'est pas un mythe, et l'excitation des propos, des chants et des gestes. Mais je sais aussi que ces héros, par état, grossiers, pillards et féroces. Qui va contre? C'est une loi de la nature. Est-ce à dire que les civils qui passaient devant nous étaient des hommes meilleurs? Non, ils n'étaient sans doute pas tous de la bonne graine, mais tout de même, leur spectacle de leur exode emplissait mon cœur de tristesse. Je vis un homme attelé dans les brancards d'un char à banc, sur lequel avait pris place sa petite fille, et où avaient été entassés les bagages les plus divers. Jusqu'où le malheureux pourrait-il tirer sa charge? Je lui criai de prendre un âne tout harnaché, qui broutait à proximité dans un pré, abandonné sans doute. Il me demanda s'il le pouvait vraiment. Bien sûr, je te le donne. Et il le mit à sa place entre les brancards de son char à banc. Je vis un vieux bonhomme chenu pousser devant lui sur la route une petite voiture en bois dont les enfants se servent pour ramasser du crottin. Il y avait placé sa vieille. Elle était toute ratatinée là-dedans, toute pliée, le vieux poussant de toutes ses faibles forces. Un tel effort ne le tuerait-il pas? Mais il n'avait pas voulu laisser sa femme. Il n'avait pas de valise. Il n'emportait rien que avec les vêtements du dimanche qu'ils avaient sur le dos. Qu'adviendrait-il d'eux? Qui les nourrirait? Qui les logerait? Et nous passâmes, n'ayant pas même le pouvoir de penser plus longtemps à leur sort, car d'autres scènes s'offraient à notre vue à mesure que nous avancions. Ben voilà, le temps de la sottise. Raymond Guérin. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et que vous dire de plus? Cette journée, une journée calamiteuse, va sans dire. Puis l'atmosphère, hein, l'atmosphère qui ne cesse d'être lourde, hein, comme cette neige agrippée aux tendres bourgeons. On va continuer d'espérer qu'ils croissent et prennent toute
dimension que leur constitution leur permet. Alors, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain pour la suite, en espérant que les journées sont... Il y a une sorte de langueur, hein? Il y a une sorte de langueur, une sorte de... Et puis aussi, on... Ah ben tenez, je peux vous raconter... Ouais, tenez, je vous raconte une dernière chose. Ce matin, lorsque j'ai ouvert la librairie, quelqu'un de bien, bien, bien connu, je garde mes sources dans le monde, connu dans le monde de l'édition, m'a rendu visite en coup de vent en me disant qu'il ne rentrait pas. Oui, vous voyez un peu. Car il aurait trop envie d'acheter des livres. Alors voilà, on rentre dans une librairie, on annonce qu'on reste sur le seuil parce que la tentation d'acheter des livres est trop grande. Et pour ne pas y succomber, eh bien, on n'y entre pas. Alors pour lui, c'est clair, toute cette pandémie est une monstrueuse exagération des gouvernements. Et c'est l'occasion aussi qui est offerte au gouvernement, à ces mêmes gouvernements, de montrer leur parfaite incompétence, que la gestion sanitaire est une catastrophe. Alors, et aussi, ajoutant la parole au geste, il m'a quitté en me tendant une main bien franche qu'il n'aurait pas fallu que je ne serre pas. Alors, je lui ai serré la main et, faisant preuve de bravoure et de courage, j'ai résisté à la tentation de me nettoyer les mains après. Alors, je me suis dit, j'ai eu à entendre quelque chose. Ah oui, il m'a demandé ce que j'en pensais, mais souvent les intellectuels, c'est comme ça. Ils vous demandent ce que vous pensez de quelque chose, mais vous n'avez même pas le temps de formuler la réponse, que tout de suite, ils vous servent ce que eux pensent. Alors, quand un intellectuel vous demande ce que vous pensez, eh bien, prenez une grande respiration et si vous êtes capable de placer une ou deux phrases, c'est que vous êtes pas mal bon. Alors, je pense qu'il n'a même pas réalisé que j'ai même pas eu le temps de dire un mot. Et puis, avouons-le franchement, j'ai éprouvé un lâche soulagement car j'étais pas d'accord avec lui. Et j'étais pas d'accord avec lui et j'étais pas d'humeur non plus avec le spectacle du blizzard presque derrière. Je n'étais pas d'humeur à ferrailler avec lui. Sa position, elle était extrêmement tranchée. Pour lui, c'était clair. Tout ça, c'est une fumisterie. Et oui, il a dit qu'il était en colère, qu'il était extrêmement de mauvaise humeur. Et quant à moi, pour moi, c'est une tragédie. Et comme le faisait remarquer avec beaucoup d'à-propos, phonographie, évoquant son grand-père qui avait connu la guerre, qui avait connu la crise de 29, et que au fond, ce qu'on vit là, c'est extrêmement difficile. Oui, et c'est de la tragédie aussi. Mais ça n'a rien de comparable aux crises qu'ont connues nos grands-parents, par exemple. Mais pour ma part, je ne voudrais pas doucher vos espérances, mais moi je suis d'avis que c'est une crise systémique d'une très 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 grande ampleur qui est en train de se mettre en place. Et je vois mal, j'ai peine à imaginer un retour à la normale
sans que tout ça soit passé comme ça, là, un an de délire, si on veut, et qu'on retourne à nos habitudes. Personnellement, je n'y crois guère. Je pense que c'est une crise systémique. Euh, J'avais annoncé, ou j'ai dit, ou j'ai pensé qu'il y aurait un effondrement de l'immobilier. Je ne sais pas du tout, mais en fait, oui, peut-être qu'il y aura un effondrement de l'immobilier. Mais là, de toute façon, tout prend la bourse est devenue monstrueuse. L'immobilier, en fait, tout devient monstrueux et j'ai peine à croire que tout ça n'explosera pas, en fait. Alors, voilà. Personnellement, je suis extrêmement pessimiste quant à la suite des choses. Ben bon. Mais ça ne nous empêchera pas tout de même de ne rien céder et de continuer à essayer de donner un sens à tout cela. Voilà. Finalement, hein, vous voyez, je continue. Mais je tenais parce que je vous ai déjà intarissable, hein, quand même, le mec. Je vous avais quand même dit, il y a peu, que j'aimerais vous raconter un peu ce qui se passe dans la librairie. Vous offrir des petites scènes liées à la librairie. Ben, celle-ci, c'en est une. Alors, elle est colligée, elle est conservée sur... ouais, c'est Diane. Alors donc, elle est colligée sur, sur ma chaîne YouTube. Euh, et puis voilà. Mais comme quoi, hein, euh, on peut être un intellectuel de grande envergure et puis être dominé par ses affects. Mais on retient de la petite histoire, quand un intellectuel vous demande votre avis, c'est qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de vous servir le sien. Alors là-dessus, c'est le mot de la fin. Bonne nuit et à demain.